Alors que la crise des années 1930 ébranle le monde, la France porte au pouvoir en 1936 une coalition de gauche, le Front populaire. Mené par Léon Blum, ce gouvernement lance un vaste mouvement de réformes sociales. Des réformes dont l'influence perdure jusqu'à nos jours. Dans la crise mondiale des années 1930, la France est un moment restée comme un îlot préservé. Lorsqu'en 1929, la bourse de New York s'effondre, celle de Paris reste indifférente et ne baisse pas. La France est encore un pays très agricole. Ses échanges commerciaux se font surtout avec ses propres colonies d'outre-mer. La crise financière mondiale qui frappe à New York, à Berlin et à Londres semble l'épargner. Et Paris reste surtout aux yeux du monde le symbole de la joie de vivre à la française. Mais la situation va progressivement se détériorer, entraînant la France dans une période tumultueuse. La crise mondiale finit par rattraper l'économie française. Des entreprises font faillite. Le chômage progresse lentement, mais sûrement. Et une grande partie de ces chômeurs ne reçoit aucune allocation. À partir de 1933, les marches de la faim se développent dans le pays. Crise économique, mais aussi crise politique. La Troisième République, avec son régime parlementaire, est contestée. À la Chambre des députés, les forces de droite et de gauche sont alors presque égales. Mais le plus grand parti d'opposition de gauche, la SFIO, socialiste, se tient à l'écart des gouvernements. Plus à gauche, le Parti communiste français prend alors pour modèle l'Union soviétique de Lénine et de Staline. Et à droite se développe une multitude de groupes et de ligues, comme les Croix de Feu, les Camelots du Roi ou l'Action française. Ces mouvements sont unis par leurs valeurs nationales et souvent autoritaires, mais leurs programmes varient. Ils sont parfois en faveur de la République, parfois royalistes, ou même parfois proches du fascisme. En février 1934, ces ligues se manifestent alors que la République est éclaboussée par un scandale retentissant, l'affaire Stavisky. Cet escroc est retrouvé mort dans des circonstances suspectes. On découvre ses nombreuses relations politiques. Et le gouvernement de Camille Chautemps doit démissionner. Le 6 février 1934, les ligues de droite et d'extrême droite lancent des manifestations. Des manifestants s'attaquent violemment à la Chambre des députés. Pour la protéger, la gendarmerie ouvre le feu. On compte 15 morts. Pour la droite extrême, le gouvernement démocratique est coupable. Pour la gauche, au contraire, c'est la République qui s'est défendue in extremis face à la menace fasciste. Et quelques jours plus tard, le 12 février, face aux ligues et à l'extrême droite, les partis communistes et socialistes appellent à manifester. Les deux partis ont en fait de mauvaises relations, mais dans la rue, leurs sympathisants, près de 4 millions, se rejoignent. Paris, rassemblé dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. En prenant la parole ce jour, le dirigeant socialiste Léon Blum se pose en leader d'une gauche qui pourrait s'unir. En 1935, la crise économique s'amplifie et le programme de rigueur du gouvernement de Pierre Laval n'améliore pas la situation. La gauche, pour la première fois, s'unit
et propose un front populaire. Il réunit les socialistes, les communistes et les radicaux socialistes de centre-gauche. Avec sa promesse, son serment, dit-il, de s'opposer aux ligues extrémistes et de défendre la paix, et avec son vaste programme de réformes, le Front populaire se présente aux élections de 1936. Et le 3 mai, l'électorat français glisse vers la gauche et donne à ce nouveau Front populaire une majorité de députés. Et c'est Léon Blum, en tant que chef de la SFIO, le principal parti de la coalition, qui va devenir président du Conseil et gouverner la France. Pourtant, Blum n'a pas le temps de prendre ses fonctions qu'éclate une série de grèves. Des grèves qui se répandent à un rythme que la France n'avait jamais connu. La plupart des ouvriers et employés se sentent proches de ce nouveau gouvernement et ils veulent peser sur sa politique. Souvent dans une ambiance de fête, 9000 usines sont occupées et 2 millions de Français font grève. Beaucoup pour la première fois. C'est dans cette ambiance que Léon Blum prend le pouvoir. Les grèves, conduites par les employés et les syndicats, l'amènent à se saisir immédiatement des demandes exprimées. En juin 1936, à peine arrivé à Matignon, il fait voter la diminution de la durée du travail, qui passe de 48 à 40 heures par semaine. Surtout, 2 semaines de congés payés sont instituées. L'été approche, et pour que ce nouveau droit aux vacances devienne immédiatement effectif, des billets de train à prix réduit sont prévus. Beaucoup de Français voient pour la première fois la mer ou la montagne. Réduction de la durée du travail et création des congés payés s'inscrivent dans un projet de société plus large. Un projet que le ministre Léo Lagrange appelle la formation d'une société saine et heureuse. Un ambitieux programme de transformation sociale est lancé. L'éducation est renforcée par le passage de la scolarité obligatoire à 14 ans. La culture, favorisée par la création de musées accessibles au plus grand nombre. La pratique du sport, encouragée avec la création d'un poste gouvernemental chargé de le promouvoir. C'est, avant l'heure, l'ébauche d'une société qui investit dans la formation de la jeunesse et où se répandent les loisirs et le tourisme. Une société plus mixte aussi, puisque pour la première fois, des femmes entrent au gouvernement. Mais, en cet été 1936, Léon Blum sait que la situation économique du pays reste mauvaise. Il essaye d'arrêter les grèves pour faire repartir la production et mener à bien son programme. L'État affirme son rôle. Il tente de mieux contrôler la finance en réformant la Banque de France. Il lance un programme de grands travaux pour stimuler l'activité et moderniser le pays. Parmi ces projets, la construction de barrages électriques et l'achèvement de l'électrification du pays. Mais avant que ce vaste programme à long terme ne se réalise, les difficultés immédiates assaillent Léon Blum. Une partie de la droite s'oppose fortement au Front populaire. Elle le soupçonne de préparer le terrain pour une révolution communiste. Elle insiste sur les liens entre le Parti communiste, qui est un des 3 partis du Front populaire, et le puissant Parti communiste soviétique, basé à Moscou.
L'extrême droite, quant à elle, prend pour cible le ministre de l'Intérieur, Roger Salengro. C'est lui qui a fait dissoudre les ligues paramilitaires. Une violente campagne de presse fait courir de fausses rumeurs sur le ministre. Fragilisé, Salengro se suicide, portant un dur coup au moral du Front populaire. Surtout, la coalition menée par Blum est mise à rude épreuve par un événement qui surgit dès juillet 1936, de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne. La République espagnole est attaquée par une partie de l'armée. Une rébellion militaire menée par le général Franco. Franco est aidé, à la fois par Mussolini, qui dirige l'Italie fasciste, et par Adolf Hitler, à la tête de l'Allemagne nazie. En grande difficulté, le gouvernement espagnol demande l'aide de la France. Que doit-elle faire ? Une partie de l'opinion française et Léon Blum veulent aider militairement les républicains espagnols. Mais beaucoup s'opposent à cette option, y compris au sein du Front populaire. Divisée sur cette question cruciale, la coalition du Front populaire vacille. Et les difficultés financières s'accumulent. En octobre 1936, il a fallu dévaluer le franc. Et en juin 1937, dans la tourmente budgétaire, Léon Blum demande les pleins pouvoirs financiers pour 1 mois. La Chambre des députés lui accorde, mais le Sénat lui refuse. Léon Blum démissionne. C'est la fin du gouvernement du Front populaire. Les gouvernements suivants, menés par le centre, vont maintenir la plupart des réformes du Front populaire. Mais l'heure des grands projets est passée. Maintenant, en cette fin des années 1930, une seule question préoccupe la France. Que faire face à l'Italie de Mussolini et surtout à l'Allemagne d'Hitler, qui ne cesse d'étendre leur pouvoir ?